Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire RéseauBloc consacré aujourd'hui à Plug and Play, une solution bien pour faire le provisioning automatique des équipements réseau. Donc ça sera pas mal de démos, pas mal de discussions. Alors j'ai avec moi aujourd'hui Vincent Makowski, Benjamin Hochman et Tao Le Tien pour m'aider à répondre éventuellement à vos questions dans le Q&A. Vincent couvrira une partie tout à l'heure de la présentation, notamment quant à l'intérêt de cette solution, et également pour le Wi-Fi, et pas seulement pour tout ce qui est commutateur et routeur. Pour que ça soit plus agréable pour tout le monde, je vais partager directement ma présentation, mes slides. Voilà, donc à nouveau, bienvenue à tous pour ce webinaire Plug and Play. Donc une petite heure ensemble là, pour voir cette solution qui permet d'automatiser le provisioning des équipements réseau. Alors je rappelle que cet événement sera enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube RéseauBloc, donc il sera disponible à tous. Alors, rapidement, je vais commencer par expliquer comment fonctionne cette solution avant de passer dans une étape de démonstration et puis après de regarder un petit peu plus de détails sur certains aspects de cette solution Plug and Play. Alors, le point est le suivant, hein, c'est que dans le monde aujourd'hui où on essaye, on va parler de SDN, on va parler d'automatisation, on s'est penché sur plein d'aspects. Mais finalement, on a toujours le même problème, c'est-à-dire que pour tout équipement en réseau, il y a une étape basique initiale, c'est de lui donner quelque part son logiciel, donc son iOS par exemple, et son fichier de configuration. Et ça aujourd'hui, traditionnellement, ce qu'on voit beaucoup, c'est quand un client Cisco récupère un équipement, c'est pareil d'ailleurs chez la plupart des vendeurs d'équipements. Il va se faire livrer dans un site central où on va avoir une étape de staging, on va mettre le bon iOS, on va mettre la configuration de base, etc. etc. Une fois que ça c'est fait, on reprend l'équipement, on le remet derrière dans un carton, et puis après on va pousser l'équipement, on va le faire installer sur le site final où très souvent, on a encore une étape de configuration à ce niveau-là avec, on va dire, besoin d'une personne qualifiée en réseau qui va être au téléphone en même temps qu'il va se connecter sur l'équipement et qui va appeler l'équipe réseau central qui va demander tiens, est-ce que ça marche, est-ce que tu vois l'équipement, ça y est, j'ai branché, est-ce que tout fonctionne, etc. etc. Donc voilà, tout ça, ça demande, ça a des coûts, hein, ça demande du temps, et puis surtout, on n'est pas à l'abri d'erreurs dans toutes ces étapes. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but des webinaires RéseauBloc de trop parler marketing, etc. On est là pour se focaliser sur les aspects techniques. Eh bien, on va apporter une solution pour tous ces aspects. Alors, la solution, elle s'appelle Plug and Play. L'idée, c'est que pour les nouveaux équipements réseau, donc les switches, les routeurs, les access points, on va pouvoir automatiquement, sans intervention humaine, on va pouvoir déployer automatiquement et directement sur le site distant, la configuration de l'équipement et également, bien évidemment, son operating system. Alors, ça, on va le faire de manière complètement sécurisée, c'est-à-dire que l'échange d'informations est fait et chiffré entre l'équipement et le serveur de provisioning, sans vouloir m'avancer davantage sur comment le fonctionnement de cette solution. Donc, pas besoin d'intervention d'un expert sur le site distant, et puis donc ça c'est important. Et surtout pas besoin de synchronisation, c'est-à-dire on peut tout préparer à l'avance, mais après on peut juste se contenter de faire installer les équipements, tout sera provisionné immédiatement. Et ce qui est vraiment important, c'est que en automatisant tout ça, on va pouvoir réduire le risque d'erreur humaine. Alors, comment fonctionne cette solution?
on va voir trois composants dans cette solution. Alors, le premier composant, c'est un agent qui s'appelle le Plug and Play Agent, qui va fonctionner sur les équipements réseau Cisco. Excusez-moi. Petite quinte de tout. Donc, un agent qui va fonctionner sur les équipements Cisco, réseau et qui va permettre, on va dire, de faire les actions, qui va permettre à l'équipement d'aller, de réaliser toutes les actions de provisioning. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, un agent qui va faire toutes ces actions sur l'équipement distant qui est présent. Donc, il y a du nouveau code. Il y a vraiment une nouvelle fonctionnalité sur les équipements et réseaux qui va permettre de faire ces actions de provisioning. On a un serveur plug and play. Donc, pas m'avancer maintenant sur comment est implémenté ce serveur. Donc, on a le plug and play. C'est vraiment une application, c'est vraiment un fonctionnement client-serveur où le switch est un client et va demander des informations à un serveur qui est configuré quelque part avec les informations de provisioning. Excusez-moi, je reviens dans une seconde. Ça y est, je reviens, tout va bien. Donc on a l'agent qui va communiquer avec un serveur et cette communication se fait à travers un protocole et ce protocole s'appelle Open Plug and Play. C'est vraiment un protocole qu'on a souhaité rendre ouvert, c'est-à-dire on a décrit le fonctionnement de ce protocole parce que bien évidemment on pense que ce plug and play est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans l'automatisation réseau. Il ne suffit pas d'automatiser finalement toutes les étapes de configuration ou les étapes sur les équipements. Si on ne sait pas faire l'étape initiale qui est juste de faire le bootstrap, le zero touch deployment, c'est un peu problématique. Donc ça, on a souhaité rendre ouvert ce protocole avec un schéma qui est documenté et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc voilà, la solution plug and play, c'est vraiment une solution, une application client-serveur, le switch est client, il va aller chercher sa configuration et son logiciel sur le serveur à travers un protocole qui est ouvert. Voilà, vous vous dites peut-être comment l'agent connaît le serveur. Si finalement l'équipement réseau arrive sur le site sans configuration, comment il est capable de savoir où se trouve le serveur. Et c'est là qu'on a quelque chose d'essentiel dans la solution plug and play, c'est des solutions pour faire la découverte du serveur. Alors, on n'a pas qu'une solution, et la raison est simple, c'est que, on n'a pas qu'un seul cas de figure qui va se présenter à nous. Comme je vous l'ai dit, la solution plug and play, on va l'avoir pour des switches, pour des routeurs, pour des access points, et c'est évident qu'on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes mécanismes, par exemple sur un grand campus, où on a un serveur DHCP local qui est déjà installé, de DNS, où on a le réseau qui est déjà là. On ne va pas pouvoir faire la même chose sur un site distant, où on va provisionner le premier routeur, et évidemment, il n'y a rien du tout dans l'infrastructure. Donc, c'est pour ça qu'on a défini plusieurs solutions qui vont permettre à l'équipement qui arrive sur le réseau, qui n'a aucune configuration, de découvrir le serveur. Et là, on a quand même repris des choses de base qui existent
qui existe depuis quelques temps et qui marche très bien sur le Wi-Fi. Sur le Wi-Fi, on prend un access point, on le branche sur le réseau et déjà on s'est retrouvé un contrôleur. Donc on a déjà des choses, déjà des choses qui marchent, pareil pour des téléphones. Donc on a repris des concepts qui sont fonctionnels aujourd'hui. Le premier, c'est d'utiliser une option qui est envoyée par le serveur DHCP, et du coup, quand l'équipement arrive sur le réseau, il va écouter sur le VLAN 1, et là, s'il y a un serveur DHCP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer via une option. Alors, je détaillerai un peu plus tard cette option. Vous voyez la syntaxe ici, peut-être un peu étrange, mais on pourra détailler comment est cette syntaxe. Eh bien, grâce à cette option, le switch ou le routeur ou l'access point va pouvoir découvrir son contrôleur. Alors des fois, on n'a pas forcément de contrôle sur le DHCP, ou du moins, c'est pas facile de rajouter cette option. Alors, première option, c'est qu'on est capable, avec du DHCP snooping, mais ça je ne reviendrai plus là-dessus, de modifier ou de rajouter cette option à la volée dans les switches. C'est-à-dire, si elle n'est pas transmise par le serveur, on peut la rajouter au niveau d'un switch de distribution en faisant du DHCP snooping. Mais généralement, quand on n'a pas cette option, on va s'orienter vers d'autres solutions. Et une de ces solutions, c'est très simplement de rajouter dans le DNS une entrée dans le domaine local qui, lui, bien évidemment, est fourni par le DHCP existant, une entrée PNP serveur. Et juste avec un enregistrement un record dans le DNS, ce record va pointer sur l'adresse IP du PNP serveur. Donc on a déjà deux options qui sont plutôt orientées sur des sites existants sur le campus, ou un site où on a déjà pas mal de réseaux, pour par exemple rajouter des switches ou des access points. Maintenant on a des solutions qui sont peut-être plus adaptées pour des cas de figure dans lesquels on n'a pas d'infrastructure réseau à la base. Et c'est vraiment le cas de figure où vous avez un site distant, vous avez juste acheté votre liaison opérateur, votre connexion Internet par exemple, vous voulez rajouter un routeur, vous savez que votre opérateur va potentiellement vous envoyer un DHCP, mais il ne va pas vous envoyer votre domaine à vous, il va juste vous envoyer le sien, il va vous pousser une adresse, ou alors même si c'est une connexion MPLS, il n'y a peut-être même pas de DHCP. Donc forcément, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, et c'est ça qui est intéressant dans cette solution plug and play, c'est qu'on a vraiment essayé d'adresser tous les cas de figure. Précédemment, on avait déjà des solutions pour faire ce provisioning, mais on avait plusieurs solutions qui adressaient des cas de figure différents. Là, on a regroupé dans plug and play tous les cas qui pouvaient se présenter à nous. Alors, quand on n'a rien sur site, une des solutions, alors ça c'est quelque chose qui est plutôt en roadmap, alors d'ailleurs on est en train de tester ça avec des personnes qui sont prêtes, des early adopters de cette technologie, d'ailleurs si vous voulez vous manifester, faites-le moi savoir. On est capable d'avoir une redirection cloud. Comment ça va fonctionner? L'équipement réseau, il ne connaît rien. S'il ne trouve pas rien dans le DHCP, rien dans le DNS, il va aller chercher dans le cloud Cisco, dans l'Internet, s'il y a un contrôleur qui est déclaré. Alors comment ça fonctionne? Quand vous allez acheter votre équipement réseau, vous allez dire, moi pour tel équipement, je vais donner l'information du contrôleur qui est associé. Et cette information sera donc dans un service de redirection qui est dans le cloud. Une autre solution, c'est d'utiliser tout simplement un petit fichier de Bootstrap qui est branché sur qui est installé sur une clé USB. Par exemple, vous avez votre routeur et plutôt qui est livré sur site, et le technicien va avoir une clé USB qui va brancher dans le routeur. D'accord ? Le routeur va booter, il va voir qu'il n'a pas de configuration, il va aller chercher un petit bout de configuration sur la clé USB qui va dire quoi? Qui va juste donner l'adresse IP. Une configuration minimum qui va lui permettre d'aller chercher sa configuration sur le contrôleur. Et ça, c'est intéressant, c'est que cette clé USB, finalement, on va faire 400 devices, la clé USB, le fichier de configuration initiale, ça sera la même sur les 400 devices. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de très compliqué ici, et ça, je vous montrerai tout à l'heure dans une démonstration. Ça, c'est très adapté pour le WAN.
Une autre solution, c'est d'utiliser, plutôt que d'utiliser une clé USB, à l'époque où tout le monde a un smartphone, eh bien, c'est d'utiliser une application qui est disponible aujourd'hui, hein, et vous aurez quelques détails là-dessus tout à l'heure, qui va se connecter au contrôleur via le réseau 4G par exemple, et on a juste besoin d'un petit câble entre l'iPhone et le routeur, et c'est l'iPhone qui va pouvoir pousser sur le port série du routeur, sur le port console du routeur, eh bien ce fichier de Bootstrap ou un peu plus de configuration. D'accord ? Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail de tous ces mécanismes. Le message ici, c'est que il n'y a pas une seule solution pour découvrir le serveur qui va marcher tout le temps, hein, parce que vous avez bien compris que c'était vraiment très différent du cas qu'on allait adresser, et que la solution plug and play intégrait plein de mécanismes de découverte qui allaient permettre d'adresser tous les cas de figure qu'elle se présenter. Après, sur le détail de chacun de ces cas de figure, déjà vous comprendrez mieux tout à l'heure dans la démonstration, puis je reviendrai un petit peu plus sur certains d'entre eux tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment le message à comprendre. Plusieurs mécanismes de découverte permettent à l'équipement qui n'a aucune configuration d'aller récupérer son serveur plug and play. Alors, maintenant, ce serveur plug and play, c'est quoi? Je ne vous ai pas encore dit ce que c'était. Alors, tout d'abord, c'est très important de comprendre, c'est que chez Cisco, on a lancé une initiative, alors on peut avoir plein de noms, hein, une initiative de SDN sur le réseau d'entreprise, hein, où on va avancer sur la programmation, sur l'automatisation des actions sur réseau, hein, pour rendre le réseau plus simple. Aujourd'hui, on constate quand même que pour passer d'un état à un état B sur le réseau, ça peut être assez fastidieux d'aller sur différents équipements, changer les configurations, etc. etc. Là, l'idée, c'est qu'on veut simplifier tout ça. Hein, et comment on va le faire? Avec un contrôleur qui va faire de l'abstraction. C'est-à-dire le contrôleur va réaliser des actions complexes, et nous, on va demander à ce contrôleur, finalement, juste ce qu'on a envie de faire, c'est le contrôleur qui va masquer cette demande, qui va masquer la complexité du réseau par rapport à ce qu'on va souhaiter faire. Alors, l'initiative, le SDN sur le réseau d'entreprise, c'est aujourd'hui déjà un contrôleur qui s'appelle APIC, EM, donc Application Policy Infrastructure Controller, EM Enterprise Module, parce qu'on a aussi l'APIC sur le data center. Hein. Et ça, c'est la vision du contrôleur que vous avez ici. Donc dans le contrôleur, il faut bien voir, c'est que vous avez des services. Alors là, il y en a certains d'entre eux qui sont représentés, ils ne sont pas tous là. Vous avez des services qui vont communiquer avec le réseau, qui vont réaliser certaines fonctions. Et parmi ces services, donc on a des services de topologie, des services pour tout ce qui est access control, des services pour programmer des policies. Et un de ces services, c'est justement plug and play. Donc le contrôleur a un service qui va pouvoir discuter avec les équipements réseau via le protocole Open Plug and Play que j'ai introduit tout à l'heure. D'accord? Et après, la question, c'est comment finalement je vais pouvoir demander des choses à ce service. Comment ce service plug and play, comment je vais pouvoir lui demander des actions? Eh bien, via des API Nord, des API REST. D'accord? Et après, je vais avoir des applications qui vont être capables d'utiliser, de consommer ce service qui est là. Alors, dans le contrôleur, on a déjà intégré une petite application qui permet de faire du plug and play, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et dans mes démos, je vous montrerai un petit peu plusieurs options, finalement, pour faire du plug and play. Alors, la mission du contrôleur, à nouveau, c'est de séparer le comment du quoi. Hein, c'est-à-dire, au contrôleur, on va lui demander de faire une action. On va lui dire, par exemple, je veux
je veux provisionner tel switch avec un fichier de configuration et un iOS, et c'est le contrôleur qui va réaliser les actions sous-jacentes. C'est vraiment le contrôleur qui va prendre en charge tout ça. Donc ça, c'est un exemple que j'ai donné pour le plug and play, mais aussi au contrôleur va pouvoir lui donner des ordres. Par exemple, je veux prioriser telle application sur mon réseau. Et c'est lui qui va savoir comment mettre de la cosse sur chaque équipement pour que l'application en question soit prioritisée. Donc là, l'exemple que je donne, c'est vraiment pour tout ce qui est plug and play, mais le contrôleur va pouvoir faire beaucoup plus. Alors, je vous ai parlé d'applications qui allaient pouvoir utiliser le service plug and play qui est présent sur le contrôleur. Alors déjà, on a une petite application plug and play qui est disponible sur le contrôleur. L'idée, c'est quoi? C'est que si on vous fournissait un contrôleur avec juste un service et une API REST, je pense que beaucoup auraient été déçus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fourni une interface graphique qui permet très simplement de faire des actions sur le réseau, de provisionner des sites ou de pouvoir pousser sur des nouveaux équipements un iOS ou de la configuration. On va utiliser le service plug and play également dans l'application iOne. C'est iOne pour tout ce qui va être réseau hybride One. Quand on va déployer des sites distants, une des fonctions de l'application iOne, c'est de faire la configuration initiale de l'équipement. Et là, comment on va le faire? Est-ce qu'on a, dans l'application iOne, est-ce qu'on a recréé toute la brique plug and play? Non, l'application iOne va juste utiliser le service plug and play qui est disponible dans le contrôleur. On a l'application mobile dont j'ai parlé tout à l'heure qui est disponible sur Android ou iPhone. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on est aussi capable de consommer le service plug and play depuis Prime Infrastructure. Prime Infrastructure qui est l'outil de management du réseau d'entreprise. On s'est dit, ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir faire le provisioning également depuis Prime. Est-ce que c'est Prime directement qui a réimplémenté la brique Open Plug and Play et toutes les fonctionnalités? Non. Prime Infrastructure va offrir un GUI, va intégrer ça dans, on va dire, la MMS globale avec la possibilité de réutiliser des templates qui sont faits par ailleurs, des templates de configuration. Et puis Prime Infrastructure ne va pas faire le job tout seul, il va juste demander via l'API REST au contrôleur de réaliser les actions de provisioning. Et puis une autre application, ESA, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est en train de sortir. Vous en entendrez certainement parler ultérieurement. Bon, là l'idée maintenant, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que ça sera plus clair pour tout le monde. Et du coup, je vais arrêter de partager mes slides et je vais partager mon écran. Alors, là, je suis connecté sur un terminal serveur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur un équipement réseau qui a été provisionné dans une démonstration précédente. Voilà. Vous voyez le hostname de l'équipement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est un write erase. Continue. Voilà. Et un reload. Confirme. Voilà. Donc là, je suis en train de reloader l'équipement en question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur Prime Infrastructure. Me connecter sur Prime Infrastructure et vous allez voir les étapes pour faire le provisioning de l'équipement. Alors, tout ça se passe dans configuration, dans Prime Infrastructure, pardon. Vous voyez qu'on a la possibilité d'accéder à des services plug and play. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir un plug and play profile. D'accord.
D'accord. Je vais créer un profil plug and play que je vais créer Réseaublog. Et qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais définir les actions que je vais vouloir faire pour les équipements qui vont tomber dans ce profil. Alors, je vais juste mettre un template de configuration assez simple. Je vais pousser un template qui va s'appeler générique C3K. Donc là, j'ai sauvegardé, j'ai créé un nouveau profil plug and play. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dire que dans ce profil, je vais mettre des devices. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin du numéro de série de l'équipement. Ici, je vais l'appeler Réseaublog. Ça veut dire que un device va être matché par ces règles-là s'il a ce numéro de série. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors là, dans mon template de configuration que j'ai poussé, j'ai dit, voilà, sur l'équipement, je vais pousser un template, ben, j'avais une variable. Et cette variable, ça me demande un identifiant de switch. Donc là, je vais mettre par exemple 155. Je fais Apply. Vous allez comprendre tout à l'heure à quoi va me servir cette variable. Et puis, ce qui est intéressant d'avoir ça sur Prime Infrastructure, c'est qu'immédiatement, quand l'équipement est provisionné, il va intégrer directement Prime, il va immédiatement être managé par Prime. D'accord? Donc là, voilà. Donc là, j'ai mon équipement réseau, qui a ce serial number, va tomber dans ce profil plug and play dans lequel je pousse un template de configuration initiale. Bon, après, ce que je peux décider de faire, c'est qu'une fois que l'équipement a eu son premier niveau de configuration, je peux décider de pousser d'autres templates de configuration. Et là, on comprend l'intérêt d'avoir tout ça sur Prime Infrastructure, c'est que je vais pouvoir réutiliser simplement les templates de configuration que j'ai par ailleurs sur mon réseau. Bon, là, je vais regarder ce qui se passe d'un côté de mon équipement qui reboot. Eh bien, on voit que j'ai un équipement, une interface qui a été changée à up, et ce qu'on va voir, c'est qu'il va récupérer en DHCP la fameuse option dont je vais parler tout à l'heure. Donc, il va récupérer en DHCP l'adresse IP du serveur plug and play. Voilà, le VLAN est monté à 1, d'abord l'interface up, ensuite l'interface VLAN monte, et assez rapidement, vous voyez, en DHCP, option 43, j'ai récupéré des informations qui, décryptées, me disent que c'est le transport HTTP en IPv4, l'adresse IP est 10.160.1.36 et le port est 80. D'accord? Et là, ben ça y est, l'équipement va commencer à discuter avec le serveur plug and play. Alors, je peux regarder potentiellement ce qui va se passer dans Prime Infrastructure. Le statut, alors ça, c'est une étape qui prend un petit peu de temps. Voilà, l'étape Réseaublog que j'ai fait tout à l'heure est en pending. L'opération prend quelques minutes. Mais je vais vous montrer maintenant ce qui se passe directement sur le contrôleur API-QM. Dans le contrôleur API-QM, on a également la possibilité de visualiser ce qui se passe sur le service plug and play. Alors, voilà, ici, j'ai donc c'est une application qui est très succincte, qui est très simplifiée, qui n'a pas pour vocation d'intégrer ça avec des templates, des choses comme ça comme Prime. Là, l'application, elle dit juste, voilà, quel équipement va avoir tel fichier de conf et quel operating system. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai que, en cours, j'ai mon fameux projet Réseaublog que j'ai défini tout à l'heure. D'accord? Si je clique, je vais avoir les détails. Je vois que j'ai le nom du device que j'ai poussé depuis Prime, le serial number attendu et la configuration qui a été poussée. C'est Prime qui a dit à API-QM, qui a dit au contrôleur, écoute, tu lui pousseras ce fichier de configuration. Il lui a donné un petit nom et là on voit le statut en cours. Donc là, actuellement, le contrôleur est en train de récupérer les informations du device. D'accord? Donc, faut pas être surpris, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, et c'est pour ça que je vais revenir sur les slides, mais quelque part, on fait ces actions de provisioning le lundi, et puis après, dans les 3 mois qui suivent, on va pouvoir provisionner tous les sites, et on n'a pas besoin de se soucier de tout ça.
l'équipement va être automatiquement provisionné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur mon switch? Déjà, il s'est passé des petites choses qui sont intéressantes. Hein, donc, on a une connexion vers le plug and play serveur. Et déjà, on voit que la configuration a été sauvegardée dans la NVRAM, que l'horloge a été mise à jour, et on va voir tout à l'heure l'activation, le contrôleur a poussé un certificat sur le switch pour que l'échange des informations puisse se faire de façon chiffrée. On va tout de suite passer en HTTPS. Bon. En attendant ça, moi je vais revenir un petit peu sur... je vais montrer une autre partie de la démonstration en vous montrant l'application iWAN. Le temps que le switch s'auto-provisionne, je vais vous montrer, je vais faire la même chose sur un routeur depuis l'application iWAN. Alors, même opération, je vais aller sur un équipement... je vais aller sur un équipement réseau, qui est un ISR 4000. Qui a déjà été provisionné dans une démonstration précédente. Et là, je vais vous montrer un fichier de configuration qui est présent sur la clé USB du routeur. Qu'est-ce que j'ai sur ce fichier de configuration? Je dis juste que telle interface Gigabit Internet 002, elle est en no-shot, hein, qu'elle va essayer de recevoir une adresse en DHCP. Donc là, c'est le cas où le routeur s'est connecté à l'Internet et où il récupérait de son service provider une adresse IP en DHCP. Je déclare le serveur plug and play en serveur NTP, à la limite ça c'est facultatif. Et je déclare juste, vous voyez, un profil plug and play qui dit, ben voilà, que je vais utiliser le transport HTTP, IPv4, l'adresse IP du contrôleur et le port. Hein, donc ça, c'est un fichier de bootstrap qui est mis en place sur ma clé USB. Et quand le routeur va reloader avec une configuration vierge, parce que je vais là aussi m'amuser à tout casser, eh bien, reload, proceed with reload, voilà. Donc là, j'ai reloadé le routeur. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire l'information sur cette clé USB, ça va lui permettre de contacter le contrôleur à travers Internet. Alors, je vais juste vérifier au niveau de mes devices, comme je multiplie les démonstrations, j'ai toujours besoin de nettoyer un petit peu les configs les unes après les autres. Bon, ça devrait être bon. Alors, on va regarder ce qui se passe côté plug and play. Si le premier switch a été provisionné, qu'est-ce qui se passe sur mon switch réseau blog? Là, il est en train de déployer la configuration. Vous voyez, ce n'est pas immédiat, mais on fait pas mal d'actions. Alors ça, c'est mon fameux routeur, hein. Ce n'est pas mon switch qui reboot, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est mon switch où SSH a été activé, hein, et puis on voit comment on commence à envoyer des logs vers un serveur syslog. Donc on se doute bien que la configuration a commencé à être poussée. Et déjà, je vais interrompre les opérations parce que je suis d'un naturel impatient. Et déjà, on me demande un username et password. Et là, c'est pas Cisco, c'est le password qui a été poussé évidemment dans le fichier de configuration. Et là, on voit le hostname de l'équipement. Vous voyez la variable que j'ai rentrée tout à l'heure quand j'ai demandé le provisionnement de l'équipement. J'ai utilisé un template qui m'a demandé une variable. Cette variable, c'est 155. Et cette variable, bah, non seulement elle est dans l'adresse IP de l'équipement, puis j'ai aussi rajouté ça dans le hostname. Mais à la limite, là, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc, il faut bien comprendre, c'est qu'on a un contrôleur qui va faire le job, et après, on a de multiples applications qui vont pouvoir utiliser ou demander des actions à ce contrôleur. Donc là, on peut utiliser le service local, l'application nativement intégrée sur le contrôleur. On peut utiliser Prime Infrastructure pour pouvoir plus simplement, on va dire, intégrer toutes ces opérations avec le reste du management de l'entreprise. Et dernière action, c'est de le faire depuis la fameuse application iWAN, où là, on va voir le routeur se présenter, on va pouvoir
une fois que le routeur a booté, on va pouvoir le demander à l'intégrer dans le réseau I1. Alors ça va prendre un petit peu de temps, le temps que le routeur reload. Alors déjà, je vais fermer cette fenêtre, parce qu'on a fini cette étape de démonstration sur le switch. Donc là, fail to initialize NVRAM, il n'y a rien dans la NVRAM, donc on va voir ce qu'il va faire. Il va aller chercher les informations sur la clé USB. Et comme ça prend un petit peu de temps, je vais m'autoriser de présenter quelques slides, hein, et puis on reviendra sur ce qui se passe au routeur après. Alors, dans le temps qui nous reste, l'idée c'est de vous donner quelques petits détails de comment ça fonctionne. Alors, le premier message que je voulais vous donner, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le plug and play chez Cisco, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. On avait déjà fait des tentatives qui marchaient, hein, Smart Install, Auto Install, Cisco Config Engine. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, à chaque fois, on a adressé un besoin particulier. Smart Install, c'est vraiment le déploiement de switch connecté, enfin, derrière un équipement réseau qui était un Smart Install Director. Donc, on n'était pas du tout dans un mode d'overlay. Il fallait que les équipements parlent entre eux pour le provisioning. Ça pouvait être compliqué, c'était pas sécurisé, donc ça faisait pas le job, par exemple, au-dessus de l'Internet. On avait le Cisco Config Engine, là, qui était sécurisé, mais qui n'était peut-être pas suffisamment ouvert. On avait Auto Install également, qui continue d'ailleurs, hein, ces choses-là restent dans l'iOS, ça ne s'arrête pas si vous l'utilisez aujourd'hui. Mais voilà, tous ces mécanismes-là, ils ne permettaient pas de tout faire, ils ne permettaient pas d'être sécurisés, ils n'étaient pas ouverts. Hein, et on a compris qu'il était temps de passer à autre chose. Hein, c'est le but de vraiment Next Gen Plug and Play, ou Plug and Play, ou Open Plug and Play. C'est vraiment d'adresser les manquements des tentatives précédentes. Là, vraiment, pour avoir beaucoup joué avec chacun de ces mécanismes, on a quand même maintenant atteint un bon niveau de maturité. Et je pense que le fait qu'on ait dans nos équipements maintenant, on a une offre cloud avec Meraki, je pense qu'on a quand même appris beaucoup sur le développement de ce type de solution d'autoprovisioning qui est vraiment la base sur la solution Meraki. Alors là, je vais vous rappeler un petit peu les différents modes de découverte, hein, et qui vont adresser différents cas de figure. Alors, le premier cas, ça va être l'option DHCP 43 ou 60. Donc là, évidemment, il faut un serveur DHCP sur site qui soit capable de fournir cette option. On a le cas de figure où on a le serveur DHCP, mais on ne peut pas rajouter l'option. Et dans ce cas-là, on va juste rajouter dans le DNS l'entrée PNP Server, hein, et le switch ira chercher dans le domaine local l'adresse IP qui correspond à cette entrée, et du coup, ça va être utilisé comme un serveur plug and play. On est en train de valider ça, et à nouveau, vraiment, si vous voulez participer au test, faites-moi signe, on verra si on peut avancer. Un mécanisme de redirection dans le cloud, c'est-à-dire que vous avez une connectivité à l'Internet, et l'équipement va aller chercher dans le cloud l'adresse IP du contrôleur qui est associé au numéro de série du device. La possibilité de reposer sur une application, une app, hein, connectée via ce cadre spécial à l'équipement. L'app va se connecter via le réseau 3G, 4G au contrôleur à travers l'Internet, récupérer les informations qui vont bien et les pousser sur le routeur via le port console. Voilà. Et là, quelque chose, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est documenté, c'est la possibilité vraiment de faire un broadcast sur le LAN. Je parlerai plutôt de la clé USB, hein, mais qui est similaire finalement au Mobile Helper Device, où on va mettre une clé USB sur l'équipement pour pouvoir charger une petite configuration de Bootstrap. Alors, vous voyez là, je suis sur mon routeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là aussi, j'ai eu les mêmes opérations que tout à l'heure. Là, l'horloge qui a été mise à jour, la running qui a été sauvegardée. Hein. Et si je regarde maintenant, si je reviens sur mon contrôleur, qu'est-ce que je vais voir? Alors, je vais couper Prime. J'ai terminé. Si je reviens sur mon application Plug and Play intégrée au contrôleur,
ben, je vois que j'ai un device qui arrive. Et on va le voir arriver notamment au niveau de l'application i1 qui va me proposer, normalement, voilà, j'ai un nouveau device qui est là, et on va me proposer d'intégrer ce device dans mon réseau hybride et de provisionner toute la configuration. Donc le nom du site, ça va être Nantes, le hostname, ça va être branche 2, save. Je vais provisionner le site. Alors je vais dire que c'est un site qui a une connexion Internet et une connexion MPLS. Je vais dire que mon site est situé à Nantes, Loire-Atlantique. Je vais avoir 2 WAN connectés à ce réseau, un WAN Internet, un WAN MPLS. Le WAN Internet, ça va être sur mon interface Gigabit Ethernet 001 avec des adresses que j'avais déjà renseignées préalablement. D'accord. L'Internet, c'est sur l'interface 002 et je suis en DHCP avec un débit d'upload à 10 mégas, on va être asymétrique. Possiblement un LAN, des interfaces, des LAN pour connecter des utilisateurs. Donc là, j'en ai 4, je vais en rajouter que 2. Voilà. Donc 2 LAN, un LAN data, un LAN guest. Bon, total IP, pour la data, j'ai uniquement 40 utilisateurs, donc je vais mettre 40. Et sur le guest, j'ai possiblement beaucoup de guests. Là, je vais mettre 150 guests qui vont pouvoir être là sur mon réseau. Je peux possiblement changer mon VLAN, allez, on va dire 70, si j'ai besoin. D'accord? Et là, je vais pouvoir appliquer les changements et soumettre tout ça. Et quand je vais faire ça, eh bien, je vais embarquer le device dans mon réseau i1. Je vais le provisionner. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps. Je vais provisionner le device. Et là, ce qui est intéressant, c'est, voilà, on a Nantes qui est en train d'être provisionné avec toute la configuration, les VPN, etc., pour pouvoir intégrer mon réseau web. Et quelque chose que j'ai envie de vous montrer, qui est assez intéressant, ça va être ça. Là, je suis en train de provisionner mon équipement. Et c'est ce petit cadenas vert qu'on voit dans l'étape, dans l'application, qui indique quelque chose, qui indique qu'il y a une authentification SUDI. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est simple. Ici, vous avez un numéro de série et vous avez bien compris que toutes les opérations étaient faites en fonction du numéro de série. Ce qu'on voudrait éviter, c'est que vous provisionniez des règles pour des numéros de série et qu'un petit malin mette un équipement, se fasse passer pour un autre équipement, présente un numéro de série qui n'est pas le bon, et du coup, récupère la configuration. Donc ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. Donc, on a des options, c'est de provisionner un certificat sur le site, mais on a dans les équipements aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un Secure Unique Device Identifier dans les équipements modernes, et les ISR 4000 en font partie. Eh bien, on a un ASIC, enfin on a un composant sur l'équipement, un composant physique, où on a vraiment, de manière hardware, hein, on a intégré un certificat. Hein, on a intégré l'identifiant de l'équipement, on a intégré le certificat, on a intégré l'identifiant de l'équipement dans un certificat qui est chiffré, qui est intégré dans la PKI Cisco. Hein, c'est-à-dire, on va être capable, avec le certificat routier, on va être capable de déterminer que le certificat est bien bon et que le numéro de série est bien intégré dans cette PKI et donc il est bien valide. Donc, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais l'idée est la suivante, c'est vraiment d'utiliser les informations, de pouvoir valider que le numéro de série est bien valide, grâce au mécanisme de certificat en place. Hein. Donc le certificat en place dans l'équipement, signé par le routier Cisco, et qui est intégré, qui permet de valider le serial number. Alors, tout ça c'est en place, et je vais revenir sur la présentation le temps que toutes les opérations de provisioning se fassent. Alors, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est finalement, il n'y a pas une seule solution, toutes les solutions sont bonnes.
Après, généralement, elles ne sont pas bonnes partout. On va éviter, par exemple, de mettre une clé USB sur tous les switches qu'on va provisionner dans le campus. Si on sait faire en DHCP, finalement, c'est peut-être un peu plus simple. Voilà. Donc là, vous avez un tableau qui résume un petit peu où on pense que les solutions sont adaptées. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est le même mécanisme. Une solution client-serveur, un protocole ouvert, et on va pouvoir utiliser les mêmes briques. Là, je vais laisser la parole à Vincent. L'idée est la suivante, c'est on va pouvoir utiliser le plug and play également pour les access points. Et là, c'est un petit peu intéressant parce que le plug and play, on a déjà des choses depuis quelques temps. Et il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de différent. Alors, je vais juste arrêter de partager, juste couper le son pour moi, pour que... Voilà. Ouais, merci Jérôme. Donc, je vais prendre 2-3 minutes pour vous expliquer un peu en quoi le PNP peut nous aider sur la partie wireless. Et je vais tout de suite prendre un exemple, mais il y a quelque chose d'assez fondamental qu'il faut comprendre sur la partie Wi-Fi, c'est que on est capable de configurer une AP que lorsqu'elle est enregistrée sur son WLC, sur son contrôleur. C'est-à-dire que si on sort une AP de la boîte du carton, en fait, on le branche sur le réseau, elle arrive, elle se présente au contrôleur sans config et il va falloir avoir une intervention manuelle sur le contrôleur pour lui donner un nom, pour lui configurer le mode dans lequel elle doit fonctionner. Est-ce qu'on va centraliser le trafic? Est-ce qu'on va le faire switcher localement? Voilà, il y aura plusieurs opérations et dans certains exemples, enfin dans certains cas de déploiement, on aimerait bien pouvoir faire du pré-provisioning. Je vais prendre juste un exemple. Si j'ai voilà, un site central, donc je veux déployer du Wi-Fi sur tous mes sites distants et j'ai une centaine de switches, une centaine de sites, pardon, que je veux que le trafic soit switché localement. Je veux pas envoyer le trafic, je veux une gestion centralisée, mais je veux que le trafic reste local à chaque site et que chaque site a un plan de VLAN complètement différent. Pour l'instant, si j'utilise pas le PNP, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est passer par une étape intermédiaire qui est du provisioning, c'est-à-dire que je vais enregistrer mes AP sur un contrôleur, je vais changer le nom, je vais lui affecter soit un AP group ou un Flex Connect group qui est finalement une entité qui va me permettre de customiser un peu les configs en fonction des sites sur lesquels je vais les déployer. Voilà, je vais devoir faire pas mal d'étapes intermédiaires et après seulement je vais pouvoir les envoyer sur le site distant. Là où on va travailler avec la PIC, c'est que avec le PNP, c'est que on va en fait prévenir le PNP qu'on a certaines AP et qui vont arriver sur le réseau et que ces AP devront être configurées de telle manière. Donc, on va en fait tout simplement envoyer les AP directement, on va les livrer directement sur les sites distants. On a une personne qui va installer bien sûr physiquement les AP, les brancher sur le réseau. Elles vont, quand les AP vont démarrer en fait, elles vont découvrir la PIQM, le PNP. Donc, des mécanismes qu'on connaît déjà en Wi-Fi, la découverte par DHCP et DNS, il y a vraiment rien de nouveau là-dessus. On reste vraiment sur les mêmes principes. L'access point en fait va se présenter sur le module PNP. Et là en fait, comme on aura préalablement en fait configuré ce qu'on voulait au niveau du PNP serveur, c'est-à-dire telle AP en fait va être déployée sur tel site distant et elle doit fonctionner de telle manière et s'appeler de telle manière. En fait, c'est le PNP qui va présenter ça à l'access point, qui va prendre ces informations-là. Donc, on va lui donner en fait les adresses IP des contrôleurs. On va lui changer son AP name, ce qui est toujours beaucoup plus simple quand on veut manager le réseau par la suite. On va lui donner aussi le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander de basculer, dans mon exemple en fait, de mode local vers le mode flex pour avoir un switching local. Et je vais la placer dans un AP group name. En l'occurrence, pour mon exemple, ça sera un flex group. Donc, j'ai pas besoin de faire un pre-staging, c'est le PNP qui va le faire pour moi. Et quand l'AP a récupéré ces infos du PNP, elle va se présenter au contrôleur avec le bon nom d'access point. Elle sera déjà dans un mode Flex Connect et elle va tomber directement dans le bon Flex Connect group. Donc, elle aura sa config qui est liée en fait au site distant. Donc, on va vraiment gagner, c'est vraiment un module plug and play pour le coup, c'est-à-dire qu'on va complètement éviter cette phase de provisioning manuel finalement qu'on aurait dû faire avant d'envoyer les bornes directement sur le site distant. Là, on est vraiment dans un mode direct où on va livrer
les boîtes directement sur les sites distants. On demande à une personne on va pas demander à un ingénieur Wi-Fi de déployer les bornes, on a juste à l'intégrer sur le réseau et la TIC va nous faire une partie du pré-provisioning. Merci Vincent. Donc voilà, là c'est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que c'est pas juste des switches, juste des routeurs, même au niveau des access points où déjà on avait pas mal d'automatisation, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas faisable, une étape manuelle, grâce à Plug and Play, mais on arrive également à compenser ce petit manque que l'on avait. Hein. Et tout ça, on a une uniformité du mécanisme sur l'ensemble des équipements. Alors, quelques mots sur cette option 43. Vous avez vu tout à l'heure que la sémantique était un petit peu compliquée. Ici. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout est documenté dans l'URL qui est présente en bas de cette page. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Plus exactement, ce qu'il faut voir, c'est que on a, dans l'option, on commence par dire 5A, donc c'est vraiment le protocole PNP en mode actif, parce que c'est l'agent qui doit initier la connexion vers le PNP serveur. Comme c'est un protocole qui est ouvert, on a laissé énormément de possibilités. On a même des possibilités ouvertes au niveau du transport. Le transport, ça peut être de l'HTTP, ça peut être également du XMPP. Alors là, dans ce qu'on supporte, c'est HTTP sur le contrôleur et sur les équipements réseau, mais on est extensible dans le schéma. Donc ça veut dire qu'on a été obligé de laisser des options. Laisser des options également sur l'adresse IP. Est-ce qu'on va la renseigner par une adresse IPv4, hostname, plus tard évidemment une adresse IPv6. L'adresse IP qui est attendue, avec donc le I, c'est toujours à chaque fois l'argument suivi de la valeur pour cet argument, et puis le port sur lequel on va travailler. Le port 80, parce qu'initialement on n'est pas sécurisé. Dans la première requête, on récupère un certificat, et après on va pouvoir avancer. Bien évidemment, on pourrait pousser le certificat préalablement sur l'équipement, pour avoir de la première requête déjà authentifiée. Alors ça, c'est sur l'application. J'ai fait quelques screenshots de l'application sur mon iPhone, où vous allez pouvoir mettre l'adresse IP du serveur, le username, le password, et les credentials sur le device, donc Cisco par défaut, et après déployer les actions, donc agir quelque part comme proxy pour le contrôleur quand on n'a pas du tout de connexion réseau entre le contrôleur et l'équipement. Donc tout est bien documenté ici. Attention, ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver le câble réseau qui va bien, le câble qui va bien entre le terminal mobile et l'équipement console, et l'équipement réseau, pardon. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est vraiment dans les étapes de redirection offertes par le service cloud qu'on est en train de mettre en œuvre. Eh bien, c'est simple, c'est quand on va acheter l'équipement réseau, on va pouvoir mettre dans le service de redirection, on va pouvoir insérer dans le service de redirection les informations sur le contrôleur associé, notamment l'adresse IP. Et après, quand l'équipement réseau va booter, donc il va essayer les mécanismes traditionnels, DHCP, DNS, etc., et bien après, si tout ça échoue, il va essayer de contacter le service de redirection qui est dans devicehelper.cisco.com. Donc l'équipement réseau contacte le service de redirection cloud. Ici, si quand on a acheté l'équipement, on a spécifié un contrôleur, eh bien l'information est retournée à l'équipement qui va pouvoir contacter directement le contrôleur et faire les opérations plug and play qu'on a décrit tout à l'heure. Donc c'est vraiment le mécanisme de discovery qui va pouvoir utiliser le cloud. Une question qu'on a beaucoup, eh bien c'est comme on va pouvoir faire le provisioning d'équipements lointains au-dessus de l'Internet, eh bien c'est comment on va faire par rapport à la sécurité de tout ça. Eh bien, on a notre contrôleur, on n'a pas forcément envie de le mettre dans la DMZ, on n'a pas forcément envie d'ouvrir non plus toutes les vannes entre l'Internet et la DMZ. Là, c'est simple, c'est comme le protocole, ça va être de l'HTTP et de l'HTTPS, ça tombe bien, on va pouvoir supporter un proxy HTTP-HTTPS qui va permettre au device plug and play d'arriver sur le proxy et ensuite de pouvoir communiquer avec APQM, avec les services d'APQM. Bien évidemment, pour être complet, APQM, lui, discute avec les autres applications qui sont déployées le plus souvent à l'intérieur de la même entreprise, ici Prime Infrastructure sur cet exemple.
Alors, pourquoi on parle d'Open Plug and Play? C'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité ouvrir et d'ailleurs on commence à voir d'autres petits déploiements arriver et ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder sur ce site web là, sur developer.cisco.com. Eh bien, c'est là qu'on voit la description du protocole OpenPNP qui est assez simple, c'est juste des directives pour pousser de la configuration ou un iOS. Donc, c'est des choses assez basiques qui ne sont pas disponibles dans d'autres protocoles qui partent du postulat que l'équipement est déjà là et déjà joignable. Alors, je ne me voyais pas parler plug and play sans parler API, parce que depuis le début, je vous ai dit, on a un service qui est présent dans le contrôleur et après, on va pouvoir consommer ce service à travers des API. À travers une API qui est documentée, une API REST. Et après, je vous dis, ceux qui vont utiliser cette API, bon là, ça sera des applications que vous connaissez bien, Prime ou l'iOneApp que j'ai montré tout à l'heure, par exemple. Mais c'est ouvert. Et on sait très bien que beaucoup de clients ne nous ont pas attendus pour faire aussi des scripts de provisioning ou avoir des petites étapes pour construire leur solution. Et ça tombe bien, c'est que du coup, ça va être extrêmement simple d'intégrer vos scripts dans le fonctionnement plug and play. C'est tout l'objectif d'une API, c'est que on va fournir une application, vous allez avoir votre propre application, et puis on va pouvoir permettre aux deux de communiquer entre elles très simplement. Et j'ai commencé à le voir avec quelques clients, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelques petites solutions pour faire du provisioning, mais après il y avait toujours des étapes manuelles. Là, ils remplacent l'étape manuelle par juste un appel au contrôleur via l'API REST pour pouvoir pousser l'iOS qui va bien et la configuration qui va bien. Donc ils n'utilisent pas du tout les applications que j'ai pu montrer, ils ont vraiment leur propre application qui marche très bien. C'est juste qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faisables et là en quelques lignes de commande, en quelques lignes de code, parce que vraiment l'API REST c'est pas très compliqué à utiliser, ils ont réussi à finalement énormément simplifier ce qu'ils avaient déjà. Alors une API bien évidemment c'est des verbes, des noms et une syntaxe. La syntaxe c'est du JSON dans laquelle on va pouvoir décrire les informations qu'on va vouloir pousser. Alors, je vous donne pour référence quelques petits exemples ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une présentation Cisco Live, un Technical Webinar séminaire de Cisco Live, qui est le Tech SDN 3600, que je vous encourage très fortement à regarder si vous voulez faire du développement. Il y a énormément d'informations sur les API. Il n'y en a pas que là, il y en a également à l'intérieur du contrôleur APIQM. Vous pouvez cliquer sur API en haut à droite et là vous avez une description complète de l'API, des API qui sont dispo, pas uniquement d'ailleurs pour le plug and play, mais pour la gestion des interfaces, la gestion, la découverte, etc. etc. D'accord ? Et là vous avez le détail de comment vous allez pouvoir vous interfacer avec le contrôleur. Alors, un petit exemple ici, si on veut voir la liste des fichiers de configuration qui ont été poussés au service plug and play, eh bien, on va juste faire un appel en demandant API /v1/file/namespace/config, un get, on va faire un get, et on va récupérer ce type d'information-là. On va juste voir, voilà, j'ai un fichier qui s'appelle config, qui s'appelle readme.md, et on va pouvoir le récupérer ici en faisant un download à ce niveau-là, avec évidemment le checksum qui va bien. On peut créer un nouveau projet. Tout à l'heure, j'ai créé un projet RéseauBlog. On peut créer un projet Sydney. Donc là, c'est un post qui est fait sur cette URL-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir donner des paramètres et là, on va juste récupérer du coup des informations par rapport à ce projet, notamment un task ID qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres requêtes. On a peut-être envie de savoir, sans avoir à se loguer sur Prime Infrastructure ou d'autres devices, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être provisionné sur le réseau, par exemple juste un écran de contrôle quelque part, ou une petite dashlet qui serait présente sur un autre outil. Rien de plus simple, on peut très simplement regarder la liste des actions en cours sur le contrôleur des devices qui sont en train d'être provisionnés, et en faisant juste un get
eh bien, on va pouvoir récupérer les informations. Alors, soit pour une tâche particulière, et évidemment, comme on peut, après avoir la liste des tâches, ben, rien de plus simple de faire un petit script qui va récupérer la liste des tâches et pour chaque tâche, regarder l'état en cours. Donc là, j'ai masqué pas mal de slides. Donc là, on peut faire un claim de device aussi. Le device arrive, c'est un peu tout à l'heure ce que j'ai montré avec l'iOneApp. Le device est arrivé vierge de toute configuration. Il est arrivé vers le contrôleur. Il a dit, écoutez, je suis là. Si vous voulez de moi, cliquez ici. Donc là, on peut le faire dans une application. Vous pouvez le faire également via votre propre application. Hein. Donc c'est juste un put qui est fait. Pour pouvoir récupérer un device avec après les informations qui vont bien. Voilà, donc ça c'était tout pour l'API, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ce que je voulais faire avant de clore le sujet, c'est de donner quelques mots sur quelque chose qui s'appelle Autonomic Networking. Le plug and play, alors c'est un peu comme toujours chez Cisco, quand vous avez des fois une question, on va avoir deux réponses. Donc la plug and play, c'est vraiment une réponse hyper complète, vous l'avez compris, et qui va répondre aux besoins qu'on voit sur les réseaux d'entreprise. Maintenant, la plupart du temps, on va partir du postulat sur ces types de solutions qui fonctionnent en mode un peu over the top, hein, avec une application client-serveur. On va partir du principe à un moment donné qu'on accepte de donner la connexion du client vers le serveur. Hein. Et conceptuellement, sur certains réseaux, ça va peut-être poser un problème pour certains qui disent bah, c'est quand même bizarre, moi mon équipement, je ne l'ai pas encore validé, que je l'autorise déjà à aller communiquer avec mon serveur. Hein, et c'est sur le serveur que je vais valider. Mais déjà, dans l'étape intermédiaire, j'ai déjà autorisé mon équipement à aller sur le réseau, je lui ai donné une adresse IP pour qu'elle aille sur le réseau. Donc c'est un peu l'idée d'Autonomic Networking, c'est d'aller, on va dire, un petit peu plus loin, et c'est d'avoir les équipements qui, entre eux, vont s'accepter sur le réseau. Hein, on va avoir un équipement, il va arriver sur l'équipement d'à côté, contrôle du certificat, etc. Oui, c'est bien un équipement qui est censé arriver sur le réseau. Et après, on va pouvoir faire le relais avec potentiellement une entité centrale qui va pouvoir pousser des informations globalement sur le réseau. Alors, Autonomic Networking, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une présentation également à Cisco Live faite par Michael Beringer qui est vraiment très très bien. Voilà, donc ça va adresser d'autres cas. Alors, par exemple, ça va être assez intéressant pour les opérateurs de réseaux métropolitains, où là, vraiment, on a plein de routeurs chaînés les uns avec les autres. On n'est pas tellement sur un mode d'équipement réseau, soit de terminaison, ou alors un équipement d'accès de site. On va vraiment vouloir valider l'intégralité de la chaîne, avec également des concepts de management qui y sont intégrés. Voilà. Donc, on a également Autonomic Networking qui est là. Concrètement, sur la plupart des réseaux que je vois aujourd'hui, la partie plug and play répond largement aux besoins. Et si vous voulez en savoir plus sur Autonomic Networking, vous pouvez toujours me contacter. Alors, quelques informations sur le support et références. Donc voilà, on va supporter les équipements suivants et les iOS suivants. Alors, ce qui est important de souligner, c'est évidemment, on a besoin d'un agent sur l'équipement. Cet agent, il a été développé il y a quoi? Il y a 18 mois, un peu plus, un peu moins de 2 ans. C'est-à-dire que les switches que vous achetez aujourd'hui ou les routeurs ont cet agent. Maintenant, si vous avez acheté un équipement il y a 1 an, il est possible, et que vous essayez de le déployer maintenant avec Plug and Play, il est possible que ça ne fonctionne pas parce que l'agent n'est pas encore là. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, parce que bien évidemment, ça doit être intégré aussi dans le processus on va dire de livraison des équipements quand on va pousser le bon iOS au moment. Voilà. Donc ça, c'est un point important. C'est bien évidemment, n'essayez pas de faire du plug and play sur des switches que vous auriez acheté il y a 5 ans, que vous auriez trouvé quelque part, vous faites un retirage, vous poussez. Non, il faut que le device arrive déjà avec une première release. On va pouvoir la modifier, mais il faut que la première release sur l'équipement supporte l'agent plug and play. Hein, donc peut-être que ça ne fera pas l'affaire immédiatement. Moi,
normalement, c'est censé fonctionner sur les switches qui arrivent aujourd'hui. Mais voilà, c'est une histoire aussi qu'on écrit dans la durée. Quelques liens utiles, notamment, moi, je vous conseille le Plug and Play Solution Guide. Le premier, là, qui vous explique globalement comment ça fonctionne, les différents case studies, comment on configure. Je pense que c'est le document le plus complet. Après, vous pouvez lire, puis vous pouvez tester. Et moi, je vous encourage vraiment ce genre de choses. Pas trop passer de temps sur la doc. Amusez-vous. On a des démos qui sont disponibles sur dcloud, dcloud.cisco.com, qui est ouvert à tous ceux qui ont un compte CCO. Donc, vous vous connectez, vous regardez les démos disponibles, vous testez la démo Cisco APQM Network Plug and Play, vous avez un script de démo, voilà, vous jouez, vous testez et ça fonctionne. Puis après, APQM, c'est gratuit. L'application Plug and Play, elle est dedans. Amusez-vous. Donc vous récupérez l'outil ici, développeur.cisco.com/APQM, récupérez APQM, installez-le. Alors là, quelques prérequis hardware, parce que quand même, vous avez compris, on va faire pas mal de choses sur ce contrôleur, donc au niveau RAM, on va en demander beaucoup. Après, voilà, on en demande beaucoup, mais derrière, on en fait beaucoup aussi, et puis à nouveau, l'outil est gratuit. Donc servez-vous et amusez-vous. Voilà. Donc je pense que c'est le point principal. Bon, on va revenir sur mon équipe en réseau quand même. J'aime pas terminer une démo sans montrer que ça a fonctionné. C'est que là, j'ai provisionné mon équipe en réseau. On va me demander, voilà, il a son nom qui est branch 2. Si je fais enable, on va me demander un password. Et là, j'ai une configuration complète qui est intégrée, qui est présente sur l'équipement. Et si je reviens sur, mon application i1, qui était là, je vais voir que mon site a été provisionné. Voilà, j'ai Nantes qui a été provisionné. Je vais regarder la map pour voir l'intégralité de mes sites. Je me connecte. Alors, je fais un petit scroll en arrière. Et je vois que j'ai maintenant 3 sites dans mon réseau WAN. Un hub à Paris, dernièrement ici le Moulineau, un site à Lyon et mon nouveau site à Nantes. Voilà. Et les 3 sont fonctionnels parce qu'ils sont VR bien évidemment. Donc la démo a fonctionné. J'ai provisionné mon site intégralement, mon VPN, ma visibilité applicative, mon routage intelligent. Tout ça, je l'ai provisionné automatiquement en utilisant Plug and Play pour les actions initiales. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ce webinaire. Je voulais vous remercier. Je suis là si vous avez des questions dans le Q&A. Vous savez que tout sera disponible en ligne. Même mes difficultés à parler au début du webinaire quand j'ai ma quinte de tout. Mais on va poursuivre avec 2 autres webinaires réseau blog. Je crois que ça doit être le 6 avril et puis un autre qui est prévu en mai respectivement sur performance routing, un deep dive sur performance routing. Et puis un sujet sur tout ce qui est automatisation des réseaux. Open Plug and Play en fait partie de cette volonté d'automatiser les réseaux. Mais là, on ira un petit peu plus globalement sur quelles sont les options qui s'offrent à nous. Bien voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à bientôt sur Réseau Blog. Au revoir.